Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir... Tiens, t'es qui toi déjà? Je dirais l'un des meilleurs médecins considérés comme tel, surtout dans l'approche qu'il peut avoir en fait des différents patients. Dans une spécialité, quand même, ne deviens pas tout rouge comme ça, et dans une spécialité qui est particulièrement, qui demande d'avoir une telle attitude, bien sûr, qui est celle à la fois de l'annonce du cancer, etc. Et il a développé, comme vous le savez tous, les soins de support. Au niveau international, il est représenté, comment dire, il est considéré comme ayant beaucoup participé un tout petit peu à cela. Mais ce n'est pas ce que je lui ai demandé de faire aujourd'hui. Ce que je lui ai demandé aujourd'hui de faire, c'est de résoudre quelque chose qui a été un véritable échec de ma part. Parce que c'est ça d'avoir des patrons, c'est de demander à leurs élèves de réussir ce qu'ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? C'est-à-dire la liaison ville-hôpital. Parce que l'hôpital a un système juridique, un système économique de santé, un système, je dirais même, de nomination des praticiens qui est totalement différent de ce que l'on peut voir, ne serait-ce qu'au niveau médical, au niveau de la ville. Et on peut se poser la question, déjà pour les simples médecins, comment en définitive le patient, qui lui-même n'a qu'une seule vie, n'est-ce pas, est amené de passer de l'un à l'autre, d'autant plus qu'à l'hôpital, pour des raisons économiques, de plus en plus, il est important, comment dire, que la durée moyenne de séjour soit la plus faible possible, on s'en rend compte un tout petit peu, et d'autant plus que bien souvent, c'est le deuxième élément, c'est que souvent, lorsque le malade rentre chez lui, d'autant plus s'il a des soins, on se trouve souvent avec des problèmes médico-sociaux, c'est-à-dire il n'y a pas simplement, d'autant plus lorsque ces cancers arrivent chez la personne âgée, et qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, y compris dans la famille de la personne qui est malade. Donc pour montrer, voyez bien là, le problème tel qu'il m'avait été posé il y a 3 ans maintenant par le ministère, nous en avions même construit un master de coordination des soins de santé, en termes de réseau de santé, en termes de cela. Et on a été obligé de fermer ce master pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants qui étaient capables, parce qu'il n'y avait pas assez de recherche dans ce domaine, premièrement. Et deuxièmement, les personnes qui venaient n'étaient pas les personnes qu'on attendait, puisque des personnes qui faisaient de recherche, ça aurait dû être théoriquement des personnes ayant au moins la licence. Or, on n'avait pas de personnes de ce niveau-là, ce qui fait qu'on s'est, en définitive, on était vers un diplôme d'université qui était beaucoup plus adapté et qui rentrerait même dans ce qu'on appelle la VAE, c'est-à-dire la valorisation, comment dire, des expériences professionnelles. Pour montrer pourquoi on fait venir aujourd'hui, et je suis très content qu'on aborde cela, en plus avec Loïc Morvan ici présent, qui représente donc notre directrice, parce que bien entendu, il n'y a pas que les médecins dans ce transfert ville-hôpital, il y a tous les soins, et d'ailleurs au niveau canadien, qui ont déjà eu, comment dire, ce problème, et qui ont dû penser leur structure, comment les patients passaient de l'un à l'autre tout en étant avec des traitements, bien entendu. Ils ont appelé ça le virage ambulatoire. Eh bien, il y a un certain nombre d'éthiciens qui disaient que c'était une manière, en définitive, de diminuer les coûts de santé, certes, au niveau hospitalier, mais que c'était les familles qui allaient être amenées, dans ce cas-là, être plus particulièrement présentes pour faire du travail qui devait se faire de toute façon. Donc il y a une véritable polémique par rapport à ces éléments structurels, voyez-vous, dans le domaine de l'éthique même. On voit qu'il y a à la fois du soin, il y a à la fois de la conception éthique, de comment on suit les personnes en fonction des problèmes liés au traitement, qui bien sûr sont a priori des traitements adaptés, bien sûr, mais qui ont des problèmes qui peuvent apparaître, et pour lesquels le retour aux urgences n'est pas obligatoirement la bonne solution lorsque un problème arrive, et quelquefois penser l'alentour, en définitive, de la prise de soins médico-sociaux de la personne peut être résoudre.
Et c'est pour ça que je me suis retourné vers justement Florian, et qui lui-même a tout à fait réfléchi à cela dans sa thèse d'université, et donc il va nous en parler un peu de son expérience. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de ce thème? D'abord, je suis très content d'entendre Florian sur ce thème. Je le remercie de sa présence aussi, de toute l'énergie, de toute l'humanitude qu'il a mis à la mise en place de cette coordination de soins ville-hôpital, parce que je crois qu'effectivement, ça n'a de sens que lorsque ça s'inscrit dans une réflexion éthique. Et quand on parle de coordination, je suis beaucoup plus motivé lorsqu'on parle de virage ambulatoire, parce que derrière cette coordination, il y a une réflexion vraiment qui est engagée depuis longtemps, avec un souci de l'éthique. Et donc, je suis très content qu'il soit là pour nous en parler. J'en profite pour le remercier de toute son implication et de toute son humanitude au service de l'oncologie et des patients qui effectivement vont du domicile à l'hôpital, repartent, et je sais qu'il a toujours eu une écoute très attentive. Alors on découpe. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Maintenant c'est le plus facile. Merci beaucoup pour cette introduction qui est un peu émouvante parce que certains le savent, mais je quitte l'hôpital Pompidou d'ici quelques semaines. Et effectivement, cet hôpital a accueilli une idée totalement innovante, totalement motivante, mobilisatrice, qui était le développement de ces soins de support. Et au-delà des soins de support qu'on a pu développer ici en termes d'hospitalisation, il est venu à un moment donné l'importance de réfléchir à la ville, au lien avec la ville pour les patients suivant des maladies chroniques telles que le cancer, mais qui en fait est une réflexion à développer au-delà de la maladie cancéreuse dans toute pathologie chronique, voire également dans les pathologies aiguës. Maintenant, je suis un peu étonné de cette question, du lien ville-hôpital, parce que finalement, cher maître, tout se passe à l'hôpital. Rien ne se passe en ville. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que cette vision hospitalo-centrée, ça a été un débat très important du cas de Mme Bachelot? Je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'il y a cette fameuse loi de 2009, qui est la loi qu'on a appelée HPST, hôpital, etc. Et normalement, c'était patient en premier, c'était patient, et il y avait une volonté de faire en sorte que soient ambulo-centrés les soins, ce qui ne voulait pas dire pour autant que l'hôpital était maltraité, mais dire qu'il y avait entre les deux secteurs une complémentarité, alors que ce que tu viens de dire est vrai, c'est-à-dire nous sommes revenus en mettant l'hôpital au centre, l'endroit nourricier apparaît en effet à l'hôpital, donc la question c'est, par rapport à tes patients, par rapport à ton expérience, est-ce que même au niveau économique, est-ce que cette situation est tenable? Je vais prendre un exemple. Si tu revois tous tes patients à l'hôpital, ça fait un nombre de consultations extraordinairement important. Les consultations ne rapportent, entre guillemets, pas énormément. Il vaut mieux commencer des traitements qu'éventuellement les suivre. Alors bien sûr, ça pose le problème. Comment je fais pour que les traitements ensuite puissent être suivis? Donc ces consultations de suivi, il faut faire en sorte que les médecins généralistes soient mis à niveau. Mais le drame, c'est que dans toutes les spécialités, on a la même réflexion et il faudrait mettre à niveau, sur toutes les disciplines, les médecins généralistes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça montre en effet la difficulté et peut-être que cet hospitalocentrisme, même si on peut être amené à le critiquer, en définitive, il est indispensable. Oui, mais le généraliste n'est pas présent dans la prise en charge du malade. Le patient passe son temps à l'hôpital et finalement, on n'a besoin que de l'hôpital, pas d'autre chose. Donc, je comprends ton questionnement, mais en fait, il ne vaut pas grand-chose. Pourtant, quand on a posé la question... Le patient vit la majeure partie de son temps en dehors de l'hôpital, heureusement quand même. C'est ce qu'on dit. Ah bon? En sérologie, on voit le patient qui passe quand même beaucoup de temps à l'hôpital et en permanence, il est en lien avec l'hôpital, donc la ville n'existe pas. On a posé la question dans le cadre du baromètre soins de support en 2013, une première question en 2010, un deuxième baromètre national en 2013. On a posé la question aux médecins hospitaliers, on a posé la question aux patients de savoir s'ils avaient un lien avec les équipes de ville.
plus de 2 tiers des patients ont répondu que oui, ils avaient un lien avec les équipes de ville. Plus de 80% des patients. Et quand on a été un peu dans le détail de cette réponse, c'était, mais si vous avez un lien avec la ville, ce qui était très étonnant pour les hospitaliers, puisque le patient passe son temps à l'hôpital. On lui a posé la question de savoir quels étaient les relais qu'il avait en ville. Et dans le top 3 des relais en ville, puisqu'on parle de top 3, il y avait en premier lieu le généraliste, et 80% des patients ont un contact avec leur médecin généraliste, qui pourtant est totalement absent de la prise en charge du patient, dans le cas d'une maladie chronique, en tout cas le cancer. C'est une question. La deuxième personnalité importante était l'infirmière libérale. La troisième personnalité importante était le pharmacien d'officine. Après venaient les réseaux, venaient les HAD, venaient d'autres praticiens ou d'autres circuits de santé, mais on était vraiment sur ce trio de tête. Ce qui, dans cet enseignement, que ce soit en Paris, que ce soit en province, ce sont exactement les mêmes résultats, ce qui mettait en avant le fait que oui, le patient a une vie en dehors de l'hôpital, que oui, il est indispensable de pouvoir travailler avec la ville. Et j'entends bien, il est indispensable de pouvoir travailler avec la ville, puisque la majorité des décisions, effectivement, se prennent malgré tout à l'hôpital. De là est venue la réflexion de savoir ce qu'on pouvait développer pour ces patients et quel était ce lien entre la ville et l'hôpital, du coup, quelle était cette coordination entre la ville et l'hôpital. Dans les réflexions qu'on a eues ensemble, on s'est rendu compte que finalement la plupart des travaux, la plupart des circuits organisés autour de ces patients dans ce lien ville-hôpital étaient des circuits totalement hospitaliers, étaient des coordinations purement et simplement hospitalières. Et qu'à aucun moment, le curseur n'était mis un petit peu au-delà, de notre point de vue d'hospitalier. En ville, quand on parle réseau, on parle de réseau de prise en charge au domicile. On ne parle jamais de réseau de prise en charge ville-hôpital. En tout cas, même si le nom est là, dans la réalité des faits, il y a une coordination entre les différents acteurs de ville, et il y a peu de lien avec l'hôpital. Et donc, dans cette recherche qu'on a réalisée, dans le travail qui est en cours sur la HEGP, l'idée était de mettre le curseur pile entre les deux, entre l'hôpital et la ville, de façon à ce que ça ne soit pas une coordination uniquement hospitalière, mais que ça ne soit pas non plus une coordination exclusivement libérale ou de médecine de ville. Et c'est toute la difficulté, et c'est là qu'on aborde des problématiques qui sont l'accord. L'accord du praticien hospitalier, l'accord du praticien de ville, l'accord du patient, l'accord des proches, et savoir comment on va aller vers cet accord de transmission de l'information, de transmission des données, qui sont des données sensibles, entre l'hôpital et la ville, de façon à ce que chacun soit parfaitement au courant de la situation du malade, de la situation de cet environnement autour de la maladie chronique, de façon à mieux gérer les choses, à mieux accompagner les choses. Et là, on est dans un débat de fond éthique, puisqu'on parle du circuit de l'information. Donc, ce qu'on avait imaginé comme circuit sur Pompidou, pour aller plus loin dans la réflexion et peut-être plus dans la pratique, eh bien, c'était, dans un premier temps, de mettre à disposition des données hospitalières vers les praticiens de ville. Donc, avoir la possibilité de transmettre des données, non pas simplement des comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation, mais avoir la possibilité de transmettre un certain nombre d'informations sensibles à disposition du praticien de ville, qu'il soit pharmacien, infirmier, généraliste ou que ce soit un autre praticien, il y a aussi des spécialistes en ville. Mais en mettant à disposition cette information qui fait toujours et systématiquement défaut dans le retour, dans les discussions qu'on a avec notamment les généralistes, avoir la possibilité, en mettant cette information à disposition, d'avoir également un retour de la ville, un retour des professionnels. Donc les mêler à cet échange, à ce partage des données, à ce partage d'informations, de façon, encore une fois, à ce qu'on sache exactement qui prend en charge, quand on prend en charge, à quel moment on prend en charge et comment on prend en charge notre patient, mais mêler également le patient à cette réflexion. Et ça, c'est le développement qui est largement mené aux États-Unis, qui s'appelle le Patient Reported Outcomes, c'est-à-dire le relais de l'information, l'évaluation propre par le patient, et qu'on ait cette transmission d'informations donc vers les praticiens, les professionnels de ville, et vers également les professionnels hospitaliers, pour qu'on ait des données de la vraie vie, des données du vécu. Et ça, c'est un programme qui était tout à fait excitant, puisqu'il nous a amené à mêler différentes équipes
puisque le patient n'est pas simplement au contact d'un médecin hospitalier, d'un médecin généraliste, mais il est également au contact de tout un tas de professionnels, comme on l'a défini auparavant, et que l'ensemble de ces professionnels prennent une part majeure, fondamentale dans son accompagnement, qu'il faut que les uns et les autres connaissent, qu'il faut que les uns et les autres acceptent dans sa valorisation. Et dans ce programme qu'on a appelé NextProche, qui est ce lien de coordination bilatérale, eh bien, ça nous a amené à mêler un certain nombre d'interlocuteurs, un certain nombre de professionnels autour de cette réflexion. C'était tout à fait intéressant et excitant. Alors comment ça se présente? Eh bien, ça se présente avec donc cet envoi d'informations depuis l'hôpital vers une plateforme sécurisée Internet. Ça veut dire des informations et des questionnaires qui sont complétés par les professionnels de santé de ville, également, donc, comme je le disais, par le patient lui-même. Et puis un rôle majeur, fondamental, d'une coordination infirmière qui, Karine Leget, qui a ce regard et ce suivi permanent des informations qui sont transmises depuis la ville, de façon à pouvoir réagir en fonction de la situation du patient, en fonction d'alertes qui seraient envoyées, de façon à pouvoir réagir de façon anticipée et de pouvoir, au besoin, réadresser le patient vers le médecin généraliste, vers un praticien, un professionnel de ville, en consultation, vers une hospitalisation de jour ou une consultation hospitalière, en mettant en place autour un regard pluridisciplinaire, donc une réévaluation pluridisciplinaire, et éventuellement faire venir le patient directement en hospitalisation, au besoin, dans des situations plus complexes, plus difficiles, et de façon à éviter, dans tous les cas, le passage par les urgences. Et ça, ça a été notre volonté depuis le début, ça a été de tout faire en sorte pour que le patient évite de passer par les urgences au moment où il se dégrade, et de travailler dans cette notion de soins qu'on appelle les soins de support, qui sont une coordination, une anticipation sur la dégradation de la situation du malade. Ça a pris du temps, ça prend encore du temps parce que le programme n'est pas achevé, ça coûte des sous. On a réussi à remporter un prix, le prix de la fédération, la FHF, la Fédération hospitalière de France, avec le prix de la FHF et le prix de la médecine de ville, puisqu'il y avait un intérêt de différents intervenants autour de cette thématique. Et puis on a eu des partenariats divers pour essayer de nous soutenir. Et donc dans cette rencontre pluridisciplinaire, eh bien, il y a eu la rencontre avec le département informatique de la HGP, de la PHP, indispensable pour travailler sur l'hébergement des données et sur le travail autour de cette transmission d'informations. Et puis également l'investissement de praticiens de ville, de réseau, le réseau ASDES, qui est présidé par Christian Hervé, des patients et d'autres équipes qui nous ont rejointes, sans parler des différents professionnels qui ont réfléchi à cette situation. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve confronté à des problématiques qui sont la réalisation de cet outil, qui sont la possibilité de réaliser cet outil, qui sont la possibilité de réellement partager les informations. Est-ce qu'il y a une réelle volonté des uns et des autres de partager l'information? Le vécu est qu'en ville, l'enquête est en train d'être réalisée auprès des médecins généralistes. Des différents contacts qu'il y a eu, il y a une volonté, il y a un souhait d'avoir une transmission d'informations, mais qui n'est pas toujours celle à laquelle on pense, et qui n'est pas du tout celle à laquelle les hospitaliers pensent. On a une vision qui est plus compte rendu et d'informations de constante, et semble que le généraliste est plutôt un souhait de pouvoir avoir l'assurance d'une prise en charge, d'un confort de prise en charge pour le malade et d'éviter de se retrouver face à une situation difficile. Ce qui m'avait personnellement amené à quelques contacts houleux lors de rencontres avec des généralistes, où je venais justement expliquer notre projet en leur apportant une solution pour travailler en commun, et la seule réponse qui était donnée, c'était, je te coupe la parole, quel est votre numéro de téléphone? C'est la seule demande qui était souhaitée. Du coup, c'était un travail de développement de notre programme qui était la possibilité d'avoir effectivement un échange d'informations, peut-être simplement par échange de mails ou par messagerie interposée. Les deuxièmes professionnels qui ont été rencontrés, avec une étude qui a été présentée au Congrès international asiatique de la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, a été de poser la question aux infirmières. On s'est rendu compte que les infirmières, de façon très majoritaire, étaient en accord avec ce partage d'informations
puisqu'elle se sentait démunie au lit du malade en ville et avait besoin justement d'avoir cette certitude de contact. Alors après, la question est à poser aux patients. Donc on a vu avec plusieurs patients qui ont été interrogés qui avaient des craintes face à l'outil, à l'électronique, au digital, au numérique, le fait d'être totalement transformé en robot ou d'être au contact avec un robot. Et donc le rôle de l'infirmier de coordination est fondamental puisque ça reste ce contact humain qu'on va développer. Après, quel est le souhait du milieu hospitalier? Le souhait est évidemment évoqué comme étant une volonté forte du milieu hospitalier. Pour autant, dans sa réalisation, est-ce que le véritable circuit qui est souhaité, qui est réfléchi avec le passage par les consultations, l'hospitalisation de jour, l'hospitalisation conventionnelle directe, est-ce que ce circuit est aujourd'hui complètement accepté par les différents protagonistes? Je n'en suis pas persuadé. Donc il y a encore beaucoup de cheminement à réaliser, beaucoup de chemin à faire. On a un accord fort de la part des tutelles, de la part des institutions, de la part des établissements, de la part de la direction de l'HEGP, pour aller vers cette solution, parce que tu l'as dit, il y a une économie de coût, c'est-à-dire qu'on pourra optimiser l'hospitalisation et faire en sorte que les durées de séjour seront plus courtes, parce qu'on saura pourquoi on prend le patient et pour quelle durée, en fait, il restera à l'hôpital. Mais il y a certainement aussi, il y a eu cette réflexion de la part de la précédente directrice avec laquelle on a beaucoup travaillé sur le sujet, Anne Costa, autour de cette volonté de développer cet outil pour, à nouveau, anticiper et mieux accompagner le patient. Ensuite, au niveau hospitalier pur et dur pour les praticiens, c'est peut-être plus compliqué parce que certains peuvent avoir peur de perdre le fil avec leur patient, de perdre leur côté référent avec le patient. Alors que l'objectif est plus justement de travailler en équipe, de travailler dans un partage de cette information, de ce partage du parcours du patient. Le patient n'appartient pas à un, il s'appartient à lui et à sa vie. Et notre rôle en tant que professionnel et soignant, c'est de l'accompagner dans cette vie, et d'être capable de nous mettre en lien, de nous mettre dans cette coordination entre les différents acteurs et intervenants pour qu'il n'y ait pas de rupture de soins. Et puis après, est-ce que le patient acceptera finalement d'être intégré à de tels parcours, à de tels programmes? Ce sera à définir et ça sera l'objet effectivement de recherche. Encore faut-il mettre en place l'outil, mettre en place ce suivi, ce partage d'informations, et puis voir ce qui achoppe, ce qui est positif, les freins, les accélérateurs, et ce qu'il faut développer pour l'avenir. Donc c'est une question passée, actuelle et future que tu as posée, à laquelle j'ai un certain nombre de réponses, absolument pas toutes, et j'attends beaucoup de l'avenir qui sera montré. Je suis très content de ce que tu viens de dire, parce que c'est l'objet de ta thèse. Et certains d'ailleurs ont trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Aucun. Qu'elle était faible. Et moi, je continue à soutenir qu'elle est majeure. Pourquoi elle est majeure? Déjà parce que j'aime bien être en contradiction avec tous mes collègues. Depuis 30 ans, ça dure. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours gagné. Donc, pourquoi je ne gagnerai pas là, en définitive, hein? Et je pense que, en effet, tout ce que tu as fait est tout à fait judicieux. Mais j'irai plus loin, si tu veux, là, puisqu'on est tous ensemble et qu'on va pouvoir discuter un peu. Je pense que ton travail est un modèle. Tu viens de présenter ce qui est un modèle. Et ça permet de penser un modèle. Ça permet de penser les limites, les fractures, les problèmes qui vont survenir, etc., dans une évaluation sur un certain nombre de patients. Mais comme tu l'as dit aussi, ce modèle va énormément servir bientôt, c'est-à-dire pour toutes les maladies chroniques. Or, comme on est avec, surtout en France, avec le papy-boom, etc., avec un nombre très important de personnes âgées, et en plus avec une augmentation de la longévité, tous ces éléments-là, avec d'ailleurs des prévalences, non seulement du cancer, mais plein d'autres maladies chroniques, hypertension artérielle, obésité, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments de fond pour lesquels il va falloir réfléchir et il va falloir positionner où est-ce qu'on met, je prends un exemple en particulier, l'éducation thérapeutique. Est-ce que l'éducation thérapeutique telle qu'elle est à l'hôpital, est-ce qu'elle ne doit pas être aussi en ville? Comment? De quelle manière? Et pour cela, pour tester le modèle, je t'ai envoyé un économiste
Mais je ne t'ai pas envoyé un économiste de la santé qui font des rapports, comment dire, en calculant les nombres de médicaments donnés. Est-ce que si je donne avec une capsule ou est-ce que je donne avec une boîte, est-ce que ça revient moins cher ou plus cher, ce qui est vrai d'ailleurs que là. Mais quelqu'un qui avait travaillé en définitive au Canada. Et au Canada, c'est important qu'on en discute de cela, comment ils voient le problème économique. Le problème économique, et ça revient tout à fait à ce que tu disais, pour vouloir gagner, entre guillemets, de l'argent, c'est-à-dire dépenser moins et pouvoir investir plus avec une même somme d'argent, encore faut-il que les gens veuillent travailler ensemble. Donc le problème de fond, c'était des questionnaires, rappelle-toi, du milieu hospitalier par rapport au milieu en dehors de l'hôpital. Est-ce qu'ils sont prêts à travailler ensemble? De quelle manière? Et un certain nombre, bien sûr, de questions étaient posées. Et là, tu viens d'expliquer aussi, il faut aussi qu'à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire dans la progression du patient, la prise en charge du patient, pour un certain nombre de disciplines, que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire qu'en définitive, le lien ville-hôpital n'est pas simplement sur une pathologie, n'est pas simplement un praticien, mais c'est en fait une révolution, en quelque sorte, du fonctionnement de l'hôpital. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Et il va falloir, parce que maintenant, la plupart des maladies qui vont être chroniques, vont être surtout ambulatoires, et vont demander un tel lien. Et il est fondamental que cette révolution se fasse, et si elle ne se fait pas, ça veut dire qu'on continue à dépenser énormément d'argent alors qu'autrement on pourrait faire autrement, mais surtout peut-être que les patients ne sont pas du tout d'accord dans ce qui peut se passer. Je suis complètement d'accord avec toi, on pourra laisser la parole à la salle qui a vraiment des questions et des réactions à avoir. Je suis complètement d'accord avec toi, on le vit aujourd'hui avec l'arrivée des immunothérapies en cancérologie, mais c'est vrai dans les autres pathologies chroniques. On se rend compte que l'oncologue médical n'est plus se le mettre à bord. On se retrouve confronté à des complications liées à ces traitements, qui sont des complications qui sont rares, qui sont des complications de spécialistes, où on est en train de redécouvrir la nécessité de travailler en pluridisciplinarité médicale. C'est-à-dire qu'on va travailler à nouveau avec les gastro-entérologues, travailler à nouveau avec les pneumologues. On avait appris avec les thérapies ciblées à travailler beaucoup avec les dermatologues, parce qu'il y a beaucoup de toxicité dermatologique. Là, on est en train de découvrir le milieu oncologique est en train de découvrir que oui, il faut travailler vraiment avec les uns et avec les autres. Mais je reviens sur la notion de soins de support qui était importante, qui date d'il y a bientôt 30 ans maintenant au niveau international, qui en France a eu 12 ans au mois de février. Si on fait la CPA des HS de février 2005, les soins de support ont été définis comme une coordination des différents professionnels. Mais on intégrait les différents professionnels médicaux, mais on intégrait également les différents professionnels de santé. Et c'est ça qui est majeur, c'est qu'on est en train de découvrir avec ces outils de communication, de partage d'informations, la création de nouveaux métiers, parce que la démographie médicale est en sous-effectif, le nombre de patients, et comme tu l'as rappelé, le nombre de patients dans une situation chronique, une situation de longévité qui est augmentée, fait qu'il y a un rapport qui se fait bien. En plus, qu'aucun patient, non seulement il demande de la quantité de vie, mais demande de la qualité de vie. Et pour offrir de la quantité de vie et de la quantité de vie, il faut prendre du temps et il faut qu'il y ait des acteurs pour les accompagner. Donc c'est en ça que ce travail est totalement exceptionnel, parce qu'il nous amène, il nous oblige aujourd'hui à nous développer en pluridisciplinarité, en pluriprofessionnalité, ce qui est très engageant et très mobilisant. De se déployer au niveau de ce que nous faisons. Juste, excusez-moi. Tenez, pour qu'on vous entende. Je suis arrivée un petit peu en retard. Bonjour Florian. J'ai pas bien compris s'il s'agissait d'un modèle ou si c'était quelque chose qui était déjà en application et à quelle échelle. Non, c'est pas encore en application, ça devrait l'être depuis janvier 2016. Ok, donc c'est bon. Mais après, c'est un modèle de réflexion. Ok. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que je finis de répondre. Le modèle de la plateforme numérique, Internet, en pratique, n'est pas aujourd'hui actif. Comme vient de le rappeler Christian Hervé, la réflexion date d'il y a maintenant officiellement 4 ans. Je repensais tout à l'heure à la première réflexion, aux premiers échanges qu'on avait eus.
Ça date d'il y a 4 ans. Maintenant, la réflexion de fond sur le lien ville-hôpital, pour ma part, c'est une réflexion qui date déjà de 99, puisque à l'époque, quand j'étais à l'hôpital d'Evry, on avait réfléchi à un cahier de liens de transmission entre la ville et l'hôpital. Ça a été ému de proche. Non, c'était encore avant Proche. Un Proche est un programme qui a été mis en place sur la HGP qui, lui, est actif depuis 2008. Maintenant, je ne suis pas tout seul au monde et bien d'autres ont réfléchi à la question depuis fort longtemps. Après, d'un point de vue pratique, Karine Leget, au quotidien, contacte des patients. On a réfléchi à des situations particulières de patients pour orienter le malade. Il y a déjà donc un travail de pluridisciplinarité, pluriprofessionnalité au sein de la HGP. Il commence à y avoir ces liens avec la ville qui sont développés depuis maintenant, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on essaie d'avoir ces échanges avec la ville. Donc ça fait partie des recherches-actions, c'est-à-dire que c'est en même temps un travail de réflexion, en même temps un travail mis en place au quotidien. Maintenant, l'outil lui-même, c'est long à mettre en place. La deuxième question que je voulais te poser, c'était si tu penses que le non-intérêt ou la difficulté à adhérer est un problème générationnel. La réponse est clairement non. Et alors, je vais te donner un exemple. On a une patiente atteinte de maladie ORL, un cancer ORL, dans le service, qui est trachéotomisée, donc qui n'a plus l'usage de la voix pour la communication, qui utilise une tablette Internet qui a 92 ans. 84 ? Je vais donner 10 ans de plus. Elle a 84 ans. Il y a des études au niveau international qui ont été réalisées et qui montrent que finalement, le pic de sous-développement en numérique, c'est les 40-60 ans. Les jeunes sont totalement numériques. Les personnes plus âgées, parce que c'est un moyen de communication finalement qui les rassure, sont assez partantes pour ce mode de connexion. Donc voilà, je pense que... J'imagine que les gens qui sont dans un besoin précis repèrent assez vite ce qui leur rend service. Oui, puis après la question que tu poses est importante, c'est-à-dire que l'outil doit être le plus simple possible, doit être le plus accessible possible. Donc là encore, c'est l'accès à l'information qui doit être simplifié. Voilà, c'est un petit peu le problème de tous nos outils informatiques, c'est que souvent ils rajoutent de la peine à la peine par leur manque de convivialité, je dirais. C'est bien ça notre problème. Donc, le travail qui a été mené sur la plateforme NextProche à la HGP, c'est un travail autour de l'hébergement des données, puisqu'il y a une nécessité de sécurité majeure. On l'a vécu il y a un week-end, 10 jours, avec le piratage des différentes sociétés. Je ne crois pas que Pompidou ait été atteint, mais on a vu passer les mails et les blocages nombreux depuis le siège. Voilà, il faut être vigilant sur la sécurisation des données. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est que ce n'était pas très important. D'autres questions? Tu as parlé tout à l'heure de la notion du temps, et je pense que dans ce genre de modèle, il y a le facteur temps qui, à mon avis, se rajoute, et pour tout le monde, pour les praticiens à l'hôpital, pour les praticiens en ville, où on est tous en train de courir après le temps et déjà réussir à boucler, à réussir à voir tous les gens qu'on a à voir, c'est déjà compliqué. Mais en ville, c'est exactement la même chose. Et alors, suivre un patient qui a un cancer en période de grippe, quand on en voit déjà 50 dans la journée, on ne va pas avoir un quart d'heure à lui consacrer pour essayer de mettre à jour des données qu'on va renvoyer à l'hôpital. Or, le patient, lui, ce qu'il demande au milieu de tout ça, c'est qu'on l'écoute et qu'on s'occupe de lui, qu'on prenne du temps pour lui. Donc comment on fait dans un modèle aussi magique que ça pour introduire cette notion-là qui forcément fait un peu défaut, quoi. Il n'y a pas de modèle magique. C'est un modèle, et c'est un modèle qui est évolutif, qui sera de toute façon évolutif en fonction des outils qui sont à disposition, en fonction de tout ce qu'il y a comme développement futur. Donc ça rejoint ce que le fil que j'avais perdu, c'est l'ergonomie. Donc c'est l'hébergement, la sécurité des données, et l'ergonomie et la convivialité du site. Que ce soit pour les professionnels qui n'ont pas le temps, que ce soit pour le patient qui est fatigué, qui a autre chose à faire que de penser systématiquement à sa maladie, son traitement et de transmettre des informations. Donc il faut qu'on ait des outils qui soient très très simples d'utilisation.
Après, on parle toujours du temps, j'en ai parlé le premier, on parle toujours de cette temporalité, de la difficulté d'être soumis au temps. Le meilleur moyen de gagner du temps, parfois, c'est de passer du temps. Et quand on passe un certain temps, ne serait-ce que par exemple le temps de réunion qu'on peut avoir, les réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP, c'est un temps pesant, lourd, pénible, qui peut être très convivial, très sympathique, mais qui s'impose dans notre journée. Et on se plaint tous d'avoir une multiplication de ces RCP. Pour autant, quand dans cette RCP, en 1 heure, on va pouvoir aborder les situations particulières de 10, 15 patients, on va se dire que la situation va avoir été prémâchée à plusieurs, donc plus rapidement, et peut-être organisée de manière, encore une fois, anticipée. Et à partir du moment où on anticipe ces situations, du coup, quand on arrive au contact avec le patient, les choses sont déjà avancées, ont déjà été devancées, et du coup, ce temps est plus rapide. L'outil qu'on va utiliser, c'est pareil, ça va être un outil qui va permettre aux généralistes, si on prend l'exemple de la ville, d'aller au domicile du patient, d'avoir la possibilité de se connecter sur cette plateforme, de savoir exactement ce qui s'est passé de façon conviviale, on est d'accord, et quand il arrive au domicile du patient, il ne va pas devoir passer une demi-heure à essayer de comprendre ce qui se passe. Il va déjà avoir une transmission d'informations qui fait qu'il a à peu près une idée de pourquoi il va devoir consulter. Voire mieux, il a déjà été contacté par l'infirmière de coordination qui lui dit il y a ça, ça, ça. Peut-être que vous allez, ce serait bien que vous alliez voir le patient pour nous renseigner sur sa situation. Et sachez que si la situation le nécessite, on a déjà anticipé et prévu qu'on puisse le prendre à l'hôpital de façon à l'évaluer en prenant un peu plus de temps, d'où l'hospitalisation de jour, d'évaluation qui est importante et qui fera le pendant de ce temps de consultation qui est plus difficile. Et puis, si jamais c'est vraiment, ça nécessite une prise en charge plus lourde, c'est là que l'hôpital a tout son intérêt de manière optimisée. Mais on évitera allô docteur, j'ai mal, le médecin généraliste arrive au domicile, il essaie de comprendre où est la douleur, il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un problème de douleur, c'est un problème de dénutrition qui, avec les SK, avec la perte de poids, a entraîné le développement de SK, avoir une fracture spontanée, qui fait que le patient va être adressé aux urgences de l'hôpital, où il va attendre pendant 48 heures avant d'être hospitalisé dans un service où on va le prendre en charge pour une certaine durée. Peut-être qu'avec cet outil, le généraliste saura qu'il ne va pas simplement pour un problème de douleur, mais il va pour un problème plus complexe. Et comme on aura anticipé sa revenue vers l'hôpital parce que c'est nécessaire, ou le lien avec le réseau pour mettre en place d'autres acteurs, et bien, tout ce petit monde se mettra autour du patient et pourra gagner du temps d'abord au patient, ensuite au résident. Alors ça, c'est quand les médecins généralistes se déplacent. On sait que c'est de plus en plus compliqué d'en trouver, et que c'est aussi de plus en plus compliqué de trouver simplement des médecins généralistes. Et tu disais au départ qu'il y avait 2/3 des patients qui avaient un médecin généraliste, ça veut pas dire qu'il y en a 1/3 qui n'en ont pas. Et donc là aussi, ça rend la chose un peu plus complexe, encore une fois. C'est bien ce que je disais. Pourquoi tu m'as posé la question? Tout se passe à l'hôpital. Il faut savoir que dans les réseaux, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est ce qu'on appelle des coordinateurs d'appui. Qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmières, qu'ils soient, etc., coordinateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en appui par rapport aux forces qui sont libérales, alors qu'eux sont dans un réseau, sont financés en définitive par le secteur public. Il faut être très clair. De manière à, dans cette espèce de syncytium, permettre des ponts en quelque sorte. Alors c'est vrai que les médecins généralistes ont vu très très mal arriver, surtout quand il y a des médecins dans les réseaux, parce que ça risquait dans leur esprit de leur faire du détournement de clientèle. Donc ils ont imposé, écoutez bien, un décret qui a été pris, qui interdit aux médecins des réseaux de prendre en charge, de prescrire auprès des patients, alors qu'eux peuvent se déplacer, car le gros problème, c'est en effet que la plupart des médecins, si on prend dans le 92, il y a très très peu, ils se comptent presque sur 2 doigts d'une main, qui se déplacent, c'est-à-dire qui vont à visite. Donc ça veut dire que les patients sont obligés d'aller en définitive de consulter en quelque sorte. Donc là, on est en train, par rapport au ministère, justement, de bien faire comprendre. Et on a posé la question, c'était il y a 2 ans, là, Maya de Saint-Martin, qui est la directrice du SAMU, du réseau ASDES, accès aux soins, accès aux droits et éducation de la santé.
eh bien, on a envoyé à l'ARS une lettre en leur demandant tout simplement, mais alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un patient a des escarres, ça sent un peu mauvais, il y a de l'incurie, il y a plein de choses, mais il ne mérite pas d'être hospitalisé en tant qu'il a besoin qu'un infirmier vienne, il a besoin qu'un médecin continue les traitements parce qu'il a un certain nombre de traitements au long cours sur des maladies chroniques. Devant le refus du médecin, son médecin, de venir, puisqu'il n'avait pas le temps, et il ne fait pas de visite. On a posé le problème. Et en définitive, ça a été, alors qu'ils sont à 2 ou 3 numéros de la rue, ben vous avez qu'à envoyer une ambulance, l'ambulance amenant le patient, ce qui est une folie au point de vue économique. Donc on voit bien que des réponses comme ça sont inacceptables, qu'à un moment, la ville, et tu as tout à fait raison, n'est pas du tout prête pour faire tout cela. Il y a des travaux d'évolution. J'ai pu comprendre qu'à l'hôpital, il y avait des mises en forme, de fonctionnement, etc. Mais dans la ville aussi, et il y avait un membre du Conseil de l'Ordre qui se trouvait là, à notre dernière Assemblée Générale, il y a 15 jours, je crois, ou la semaine dernière, et bien qui était étonné que ce décret, en définitive, et trouvant ceci tout à fait stupide. Donc, ce qui montre bien que les médecins eux-mêmes, critiquent un tout petit peu ce qui a pu être pris dans les syndicats nationaux qui obéissent à tout ceci pour montrer qu'en effet, nous sommes autant au niveau de l'hôpital qu'au niveau de la ville dans une obligation de revoir nos pratiques, de voir comment on fonctionne les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, et je l'entends bien, l'hôpital apparaît en ce moment comme étant central. Et d'ailleurs, l'activité du réseau a complètement changé. Maintenant, ce ne sont plus les médecins généralistes que nous aidons. Nous ne sommes plus appui des médecins généralistes, nous sommes appui des hôpitaux. Parce que les hôpitaux, que ce soit l'hôpital Ambroise Paré, que ce soit la HGP pour les patients qui habitent dans le 92, eh bien, nous amènent de manière justement à suivre leurs patients. C'est-à-dire que là, il y a tout un travail que nous sommes en train de faire, mais nous avons besoin de changer, y compris même nos normes, nos limites. Et là, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'actuellement, c'est vraiment l'hôpital qui apparaît vraiment... mais par contre, il coûte beaucoup trop cher et il ne correspond pas, en définitive, aux trajets les plus pertinents, pour ne pas dire performants, économiquement performants même. Et ça, il faut absolument qu'on s'y mette. Quelle est la raison pour laquelle les médecins ne se déplacent plus au domicile? Moi, j'en vois 4. La première, c'est un choix de vie et de confort particulier. On préfère être au cabinet qu'aller au domicile. Il y a une deuxième question, une deuxième problématique, qui est la problématique du coût. Ça coûte cher, ça prend du temps et ça ne rapporte pas suffisamment d'aller au domicile. Donc ça, c'est une réflexion de fond au niveau du ministère. Agnès Buzyn peut-être réfléchir à la question. Avoir du boulot. Ensuite, j'en vois 2 autres qui, à mon avis, sont à prendre largement en compte. La première, c'est que le médecin généraliste, notamment dans les situations des pathologies chroniques, n'a plus ou peu accès au dossier, il n'est pas formé et il se retrouve en difficulté au domicile. Ce qui fait qu'il ne va plus au domicile parce qu'il ne veut pas se retrouver confronté à cette difficulté. Et ils ne sont pas assez nombreux. Ah oui. On est quand même en grande carence. Ben oui. Oui, et après, la dernière chose, c'est que malgré tout, le travail en ville du médecin généraliste au domicile du patient a été mis de côté. Alors, j'ai juste vécu à l'arrivée du SAMU par mon père qui était médecin à la campagne près de Rambouillet, qui, comme tous les confrères, se déplaçait comme tous au domicile des patients, et qui, le jour où on leur a imposé un SAMU, il n'y a pas de critique de ma part du SAMU, et le jour où on a imposé à ces médecins généralistes qui prennent en charge toutes les urgences, que les patients doivent passer systématiquement par une plateforme d'appel avec des ambulances de professionnels qui se déplacent au domicile et que le généraliste était mis de côté, du coup il y a eu un désinvestissement de la prise en charge en ville de la part de ces praticiens. En tout cas pour certains, moi je l'ai vécu en direct avec mon père qui a fini par changer de carrière aussi pour des convenances personnelles. Mais il y a ces 4 réflexions qu'il faut avoir en tête. Hein. Donc ensuite, dans cet outil de communication, si on rassure le médecin
mais également les autres professionnels, parce qu'il ne faut pas oublier, les infirmières, elles aussi, se retrouvent confrontées à des situations difficiles. Pourtant, elles y vont. Quand il faut faire un pansement, elles disent au patient, vous débrouillez, vous venez au cabinet. Le pharmacien d'officine se déplace rarement de son officine. Néanmoins, c'est bien pour lui aussi d'avoir un certain contact. Il fait des portages de médicaments. Mais il faut effectivement du portage de médicaments. À partir du moment où on va mettre à disposition des informations, on va rassurer le praticien, le professionnel en ville, avec la possibilité d'avoir un soutien, un appui. Les réseaux en ville le font, et je pense que l'hôpital doit être un appui de la ville en ce sens. Il y a déjà un des points qui sera mis de côté. Si on travaille tous ensemble en commun et si on revalorise la situation du professionnel de santé au domicile, peut-être qu'il reprendra, pas le goût, pas l'envie, mais la mobilisation, l'investissement dans la situation du patient chez lui. Peut-être qu'il retournera au domicile. Puis après, il y a les nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers. Il y a Pourchet, par exemple, qui était chef de service d'unité de soins palliatifs à Paul-Brousse, à PHP, qui a lâché le service qui a quitté le service de Paul-Brousse pour avoir une activité de médecin généraliste qui se déplace au domicile et qui en fait a une clientèle de patients exclusivement dans des situations complexes qu'il va suivre au domicile. Il n'a pas de cabinet de consultation, son cabinet c'est sa voiture. Il y a aussi des transferts de responsabilités qui sont importants. Il y a beaucoup de choses que faisait le médecin, que fait encore le médecin, et que théoriquement d'autres professionnels de santé seraient capables de faire. Et ça, on sent qu'il y a une certaine résistance par rapport à cela, ne serait-ce que par le codage des actes, du C, enfin de tout ce que l'on veut, etc., et de la représentation que nous avons du médecin et ce qu'il doit faire. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être se mettre en accord. Un médecin qui ne ferait pas une prescription, pour beaucoup, poserait un problème parce qu'il n'aurait pas prescrit des médicaments ou autres. Il faut savoir se sortir des médicaments, prendre du temps en explicitant un certain nombre d'éléments, ne serait-ce que des conduites, des comportements, etc., sont des choses qui sont importantes. Nous n'avons pas encore tout à fait, comment dire, réalisé ce problème. Et moi, j'aimerais avoir l'avis aussi des infirmières, un tout petit peu, qui ont été dans le système, si j'ai bien compris, là, un tout petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système tel qu'il est en construction? Je pense que les infirmières ont vraiment une place à prendre pour évaluer justement les patients et les orienter vers le bon interlocuteur après dans le parcours de soins. Bien sûr, c'est votre expérience. C'est votre expérience, bien sûr, bien sûr. Et les patients, dans le rapport avec les patients, le rapport avec les professionnels, comment se passe-t-il? Les patients sont majoritairement très contents d'avoir un interlocuteur vers lequel se retourner quand ils sont en difficulté au domicile, et un interlocuteur qui centralise un petit peu, qui remonte toutes les informations et qui se retourne vers les autres professionnels de santé quand c'est nécessaire. Et les autres professionnels de santé en général accueillent ça aussi plutôt positivement, parce qu'ils ont aussi un interlocuteur à l'hôpital vers qui se diriger et qu'ils arrivent à joindre. Pour ce qui est des questionnaires qui seraient trop longs, je pourrais entendre, etc., eh bien j'étais à Bordeaux hier, j'étais avec une anthropologue canadienne et qui montrait qu'elle arrivait en définitive des questionnaires qui font 20 pages. Et en anthropologie, ça ne pose aucun problème par rapport aux patients, à la seule condition, elle travaillait sur ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire l'effort que l'on fait pour que l'autre comprenne, etc. C'est-à-dire qu'en définitive, il y avait tout un temps qu'elle passait, bien entendu, de manière à ce que la personne la motive, en quelque sorte, et pas simplement envoyer le questionnaire, etc. Donc, il y a une littératie à penser, c'est-à-dire comment faire en sorte une sollicitude, on dirait, au niveau éthique, de manière à ce que le hôte se sente avec ses réponses comme étant quelqu'un d'important, non seulement pour lui, pour sa prise en charge, mais aussi pour les autres, en sachant que tout ceci va aider. Mais une fois qu'on raconte tout cela, plutôt que d'envoyer le questionnaire et d'attendre des réponses qui, bien sûr, n'arrivent jamais, en croyant qu'on a réellement fait, même si on l'envoie par email, tout ce que l'on veut, etc., ça demande en effet un temps, un investissement que tu dis, en fait une humanité que les personnes attendent, parce qu'elles se sentent là, redevables en quelque sorte, parce que non seulement ça va leur apporter, ça apportera aux autres. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que les patients, rien qu'en les écoutant, ils vont nous donner énormément d'informations.
qui va permettre de finalement remplir beaucoup de lignes du questionnaire. Et en plus, ils ont le sentiment d'être écoutés, d'avoir été entendus, et donc ils ont un vrai... Derrière, ils sont vraiment mieux aussi. C'est clair. D'autres questions? Est-ce que vous êtes convaincus comme quoi nous sommes dans une révolution de nos comportements et de nos fonctionnements? Nous devons revoir les limites de nos différents métiers, voir quelques nouveaux métiers en fait qui vont se construire. Qu'est-ce qu'il en pense en définitive, je dirais, le représentant de notre directrice et donc des changements que ça peut entraîner? Est-ce qu'ils sont faisables? Comment les accompagner? Je pense tout d'abord que les choses ne se décrètent pas. Je pense qu'effectivement, il faut trouver les organisations et les interfaces qui permettent aux gens de communiquer. C'est sur quoi tu as beaucoup travaillé. Je pense qu'il faut que les hommes sachent se parler, sachent communiquer. Je pense que les outils, et on est à l'ère du numérique, ils doivent être vraiment peaufinés, ils doivent être ergonomiques, ils doivent être communicants entre les professionnels. Je pense que ça, c'est la clé. Hein. C'est pouvoir parler avec ceux qui prennent en charge, en dehors de l'hôpital, nos patients, et vice-versa. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le groupe à ce titre. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés, je vois du cri beaucoup, qui est dans la salle, et qui sont des gens qui essayent de communiquer avec ceux qui sont à l'extérieur, avec des outils ou pas d'ailleurs. La télémédecine fait aussi partie de l'ensemble de ces dispositifs. Donc je pense qu'on est période charnière où on a besoin de peaufiner les outils et puis d'arriver à se mettre d'accord sur des systèmes de communication. C'est en fait une prise de conscience hospitalière, mêlant bien entendu les forces de ville et tous les professionnels. Je pense que les infirmières, elles ont évidemment un rôle majeur à jouer, mais au-delà de cette phrase un peu bateau, ce que je pense, c'est qu'on aille un peu plus loin dans l'évolution du métier d'infirmière, à travers des pratiques avancées, qu'on leur permette, qu'on aille vers des transferts de compétences et qu'on leur permette de jouer un rôle d'interface encore plus grand, encore plus riche, parce que, voilà, Si je peux me permettre de renchérir, au-delà des infirmières, je crois que le rôle du partage, de l'échange entre les professionnels a un rôle majeur à jouer. Il y a des équipes de diététique, il y a les kinés, il y a les pharmaciens, il y a les généralistes, il y a des auxiliaires de vie. Il y a plein de gens qui vont au domicile et qui sont également à l'hôpital avec les différentes équipes. Et je crois qu'on a vraiment, dans la multidisciplinarité, on a vraiment aujourd'hui une chance qui s'offre à nous. On n'est plus isolé face aux patients, face à ses douleurs, à sa souffrance. Mais on a la possibilité de travailler tous ensemble pour son bénéfice. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment qu'effectivement on change nos mentalités là-dessus. Ouais, changement de mentalité. Tout à fait, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Tu as parlé de la cancérologie, moi je suis très souvent sollicité sur des problèmes de prise en charge de patients aux urgences et quand je vois aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les informations, l'énergie qu'il faut mettre pour savoir dans quel environnement vit la personne âgée qui est arrivée servir aux urgences pour une décompensation ou une simple déshydratation et que les beaux jours qui arrivent, c'est des choses qu'on va rencontrer. On voit l'énergie qu'il faut déployer pour trouver quel est son réseau de soutien, quelle est l'assistante sociale qui pilote les choses, quel est le réseau éventuellement qui intervient. C'est vrai qu'on voit bien quand même c'est majeur d'arriver à développer un système d'information, voire à ce que les patients aient avec eux une carte vitale qui contienne un petit peu plus d'informations que celle qu'elle contient, hein, notamment sur le réseau de soutien. Et c'est clé parce que ça permettrait bien souvent d'éviter une hospitalisation, d'éviter une attente. Voilà, c'est les enjeux. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle, ça progresse. Parfois les gens progressent de manière un peu isolée, ça manque encore de coordination à l'échelon national. Mais les choses avancent, je pense qu'il faut être optimiste. Mais je pense, j'insiste sur cette notion que les choses ne se décrètent pas. Et je pense qu'elles se co-construisent. Se co-construire. Et c'est à l'échelon d'un hôpital. À l'échelon d'un territoire. Hein, là, on est sur Paris, à l'échelon d'un arrondissement, plusieurs arrondissements. C'est clair que j'ai vécu ces choses-là en province, et avant tout une affaire d'hommes aussi. C'est pas toujours qu'une affaire de moyens, mais c'est toujours une affaire de réseau d'information sur lequel il faut se mettre d'accord, quel qu'il soit. Activité ou pas, il faut se mettre d'accord.
je vous propose d'applaudir Florian.